Bonsoir et bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce magazine de dimanche. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Félix Salomon. Il est communicateur du parti Alliance pour les changements, mais également président du groupe technique Ecofin, le même parti que gère Jean-Marc Kabound. C'est avec lui qu'on va devoir aborder plusieurs thématiques qui ont émaillé la semaine en rapport avec l'actualité. Alors bonsoir Félix Salomon, merci d'être au rendez-vous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Sylvain. Merci pour l'invitation. Ouais. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je ne peux commencer cette émission sans pour autant saluer le président national, l'honorable Jean-Marc Kabound, depuis sa cellule au niveau des prisons centrales de Makala. Bonsoir au secrétaire national, que l'on appelle souvent général, monsieur Beli Moutono. Bonsoir à tous les camarades et combattants de la liberté du parti Alliance pour les changements. Voilà, Félix, vous êtes communicateur de ce parti, mais également président du groupe technique Ecofin. Excusez-moi, Jean-Marc Kabound, ça fait près de 2 ans déjà qu'il est en prison par rapport à ces grèves qu'on lui a reprochées, on le sait. Alors, quelles sont les démarches que vous menez jusque-là pour sa libération? Pour sa libération, je pense que tout est presque bloqué. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a été condamné, jusque-là, il n'a jamais reçu sa notification, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Les avocats du parti ont mené des démarches, mais rien n'avait abouti parce que les parquets ne savent pas de quoi ils vont écrire dans cette condamnation. Donc le dossier est vide et les parquets est incapable de faire sortir la notification en fait de lui notifier parce que les parquets ne savent pas de quoi il va écrire là-bas. Finalement, Jean-Marc Kabound, c'était quand même un acteur important de l'UDPS, quand même qu'il a changé, puis il a créé son propre parti. Est-ce qu'on peut avoir l'écho entre l'UDPS et le parti de Jean-Marc Kabound? Vous savez, la rupture avait été déjà consommée. Et Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui est proche du peuple et ne peut que voir l'intérêt du peuple. Et sur ces points, il reste catégorique. Il ne peut jamais reculer ou soit négocier avec les pouvoirs en place, en fait qu'il revienne à ses décisions. Il ne peut revenir à ses décisions que lorsqu'il va peut-être voir les changements ou il va comprendre peut-être que le président Félix est revenu à la raison pour qu'ils puissent marcher ensemble, mais chose qui ne sera plus possible, d'autant plus qu'il a déjà sa vision, il a déjà son parti politique, et nous nous alignons toujours derrière lui par rapport à sa vision, afin d'amener les partis à conquérir le pouvoir à tous les niveaux. Quand vous parlez de la rupture, c'est peut-être la rupture entre 2 structures, c'est-à-dire l'UDPS et l'Alliance pour les changements. Est-ce qu'on peut dire que les 2 personnalités, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, ne collaborent plus? Ils ne collaborent plus. Lorsque je dis que la rupture a été déjà consommée, donc il n'y a plus de collaboration. On peut collaborer avec quelqu'un avec qui vous avez la même idéologie, avec qui vous avez les mêmes pensées, avec qui vous voyez les choses de la même direction. Et lorsque les 2 personnalités ne voient plus les choses de la même direction, la routine ne pouvait... Est-ce que le parti continue finalement ses activités? Est-ce que vous tenez bon pendant que Jean-Marc Kabound n'est pas avec vous? Au moment où je vous parle, nous venons d'une activité. Nous avons d'ailleurs interrompu l'activité parce qu'il fallait que l'on se présente devant vous qui êtes journaliste. Et cette activité est une activité de la jeunesse du parti, la Ligue des jeunes, convoquée par le président de la Ligue des jeunes, par Fezola. Malheureusement, on n'a pas pu terminer l'activité parce qu'on devait répondre aux exigences de la presse que vous êtes. Très bien, alors je répète que vous êtes Félix Salomon, président, comme on l'a dit, du groupe technique Ecofin au sein de ce parti. On prend un tout premier élément, on parle du rapport entre la Chine et la République démocratique du Congo. Ce rapport qui va en bon train, ce qui a donné lieu à l'invitation de la République démocratique du Congo au forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. La 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, aura lieu sous format d'un sommet présidentiel en lieu et place d'une réunion ministérielle comme à l'accoutumée.
Lors de son entretien avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du gouvernement chinois a mis en exergue le partenariat important qui existe entre la Chine et la République démocratique du Congo, particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et financiers. Ce qui justifie l'invitation du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce forum. C'est un grand honneur pour moi d'avoir rencontré tout à l'heure Monsieur Excellence le président Tshisekedi. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai transmis au président la lettre d'invitation officielle pour le sommet du FOCAC qui se tiendra en automne à Beijing. Et cette lettre d'invitation est signée par le président chinois Xi Jinping. Le peuple congolais ainsi que l'excellence Monsieur le Président Tshisekedi attendent beaucoup de ce sommet. D'ailleurs, le Président a livré beaucoup de suggestions très utiles pour le prochain sommet. Nous sommes sûrs qu'avec les amis congolais, nous avons travaillé ensemble pour porter ce sommet à un niveau élevé. Depuis son lancement en 2000 à Pékin, les réunions du Forum de la coopération Chine-Afrique se veulent un espace de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Pour Pékin, le but poursuivi est de mener des consultations sur un pied d'égalité, d'approfondir la connaissance mutuelle et de promouvoir la coopération Chine-Afrique. Voilà, tout à l'heure, là, donc c'était Félix Tshisekedi avec une commission chinoise. On ne parle peut-être pas de la coopération entre la Chine et la RDC parce qu'on sait que ça évolue très bien avec plusieurs travaux, mais on aimerait bien voir votre perception par rapport à toutes les démarches que mène finalement le président de la République en rapport avec la diplomatie. Comment est-ce que vous comprenez cette ouverture de la RDC? Est-ce que vous pensez qu'il y a des répondants par rapport à ces activités que mène le chef de l'État à l'extérieur? Je pense que lorsque les chefs de l'État mènent des activités à l'extérieur du pays, ça doit rapporter quelque chose à la population. Et dès lors que depuis qu'il est au pouvoir, ça fera aujourd'hui 6 ans, que rien ne change. Au contraire, la vie sociale du peuple congolais ne fait que s'empirer. Et moi, je pense que tous ces voyages qu'il entreprend, toutes ces démarches qu'il entreprend pour peut-être, soi-disant, entre guillemets, faire amener les investisseurs ou faire quelque chose pour l'avancement du pays. Ça n'évolue presque pas. Rien n'évolue, rien ne change. C'est comme si nous sommes en train de tourner. Alors, qu'est-ce qui bloque finalement cette ouverture ou cette récompense de tous ces voyages qu'effectue le chef de l'État? Le blocage, c'est finalement à quel niveau? C'est justement parce qu'il n'a pas de bons collaborateurs. Il n'a pas de bons collaborateurs pour les conseiller, pour les faire voir que ce que vous faites ne va pas aboutir, ce que vous faites va aboutir. Et c'est ce qui bloque. Lorsqu'un chef n'a pas de bons collaborateurs, voilà les résultats. Félix Tshisekedi a effectué plusieurs voyages, il y a même des ceux-là qui l'ont surnommé. On n'est pas dans cette affaire-là, mais le chef de l'État prouve quand même à suffisance qu'il a besoin d'ouvrir la RDC au monde. C'est du rapport avec la diplomatie, le rapport avec d'autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cette bonne volonté pourrait suffire quand même pour comprendre sa vision? Qu'est-ce que vous appelez bonne volonté, monsieur Sylvain? La bonne volonté d'abord devait commencer. Est-ce que vous pensez vraiment que lorsqu'un président de la République est élu, nécessairement il doit commencer à effectuer autant de voyages à l'extérieur de son pays qu'à l'intérieur de son pays? Dites-moi, depuis qu'il a été réélu, entre guillemets, est-ce qu'il a déjà effectué un voyage à l'intérieur de son pays? Pouvez nous compter le nombre de voyages qu'il a effectué à l'extérieur et le nombre de voyages qu'il a effectué à l'extérieur? Vous comprendrez que lui, ses intérêts est beaucoup plus à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays, afin de redonner sa population qu'il a réélu l'espoir de vivre. C'est comme ça que presque tous les pays, dans toutes les provinces, personne ne veut plus attendre de lui. Parce que le Congo a connu quand même une sorte d'autarcie à un certain moment, c'est-à-dire après le régime de Kabila. Mais Félix Tshisekedi se bat quand même pour ouvrir de nouveaux horizons finalement pour la RDC. Je venais de le dire ici. Il a fait 6 ans au pouvoir. Et pendant ces 6 ans, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune amélioration pour l'intérêt du peuple. Et c'est comme ça que nous estimons que ces voyages n'aboutissent pas et rien ne va marcher parce que déjà,
on suppose qu'il a 10 ans, il a déjà consommé ses 6 ans, il ne reste que 4 ans. C'est dans les 4 ans qu'il peut peut-être penser se rattraper. Et lorsqu'il n'a pas de bons collaborateurs, rien ne va marcher. Se rattraper, c'est-à-dire rester au pays, par exemple, et travailler dur à l'intérieur, c'est ça peut-être? Nous ne manquons de rien ici. Ouais. Nous ne manquons de rien ici. Nous avons des exemples légion dans notre Afrique où les présidents sont élus et ils ne font pas de voyages à l'extérieur, mais ils restent et travaillent dans leur propre pays. Et nous voyons comment est-ce que les choses changent dans différents pays d'Afrique. Très bien, Félix Salomon. On va parler alors de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, tout dernièrement, Vital Kamerhe était élu président du bureau. Il a organisé une réunion pour donner des directives et orientations aux membres du bureau définitif en vue de la bonne tenue finalement de l'Assemblée nationale. Alors, on prend cela et puis on va discuter après. Ainsi que l'installation du bureau définitif, l'honorable rapporteur Jacques Njoli Esengekeli a précisé que cette plénière va déclencher la session ordinaire de mars qui va prendre fin le 15 juin prochain. La prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et Cette séance a été consacrée essentiellement sur les orientations et les directives qui vont servir de base à l'action de ce nouveau bureau appelé à travailler dans la droite ligne de l'intérêt de la population. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit le membre du bureau, particulièrement l'honorable rapporteur Jacques Njoli Esengekeli, de préparer la toute prochaine plénière de l'Assemblée nationale pour consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire conformément à l'article 114 de la Constitution qui lui définit 4 missions, à savoir la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'installation du bureau définitif. L'honorable rapporteur Jacques Njoli Esengekeli a précisé que cette plénière va déclencher la session ordinaire de mars qui va prendre fin le 15 juin prochain. La prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer les groupes parlementaires. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Donc les députés seront appelés à choisir parmi les groupes qui vont faire partie de commissions permanentes. Vous savez qu'on a des commissions thématiques PAJ, économico-financières. Donc sur les 10 ou 11 commissions que nous avons, il faut aussi mettre en place les comités des sages. Et ainsi, nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. La plénière prévue en début de la semaine prochaine va poser les jalons qui vont permettre la mise en place de tous les organes qui faciliteront le travail de l'Assemblée nationale. Il faut noter que la première question inscrite à cette session est l'investiture du nouveau gouvernement dont la publication est imminente. On reste à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a eu échange entre Vital Kamerhe et l'administration de cette institution. Image de commentaire. Le nouveau speaker de l'Assemblée nationale a échangé ce jeudi 30 mai dans la matinée avec les directeurs et chefs de division de l'administration de la Chambre basse du Parlement qui lui ont réservé un accueil chaleureux pour son retour dans la maison 15 ans après. L'essentiel de son message a tourné autour de sa vision globale à la tête de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de la redynamisation, la réorganisation, l'amélioration de la rémunération des agents et cadres de cette administration, la problématique des effectifs et avancements en grade, la mobilité des agents et cadres ainsi que les soins de santé. Concernant les soins de santé, le président Vital Kamerhe a exprimé sa volonté à doter l'Assemblée nationale d'un grand hôpital moderne avec toutes les spécialités et une grande pharmacie, afin de permettre aux honorables députés nationaux et au personnel de l'administration de bénéficier des soins médicaux de qualité. Il compte solliciter l'implication personnelle du chef de l'État pour matérialiser cette idée louable. Concernant la mobilité des agents, Vital Kamerhe a salué l'initiative de doter tous les directeurs de véhicules au cours de la législature passée. Il a par ailleurs exprimé son intention de poursuivre ces gestes pour les chefs de division. Pour terminer, il a invité tous les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale à un travail de qualité et à la ponctualité, autant qu'il a fait avec les honorables députés à la première plénière tenue sous la houlette du bureau définitif.
Prenant la parole au nom des agents, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou, a remercié le président Vital Kamerhe pour la promptitude avec laquelle il a convoqué cette réunion et pour la lueur d'espoir qu'il apporte au personnel de la Chambre basse. Pour clôturer la séance, le président Vital Kamerhe a écouté avec attention les suggestions de certains cadres et leur a promis d'être toujours attentif à leurs remarques. Il faut rappeler qu'une semaine seulement après son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale a accéléré les rythmes de travail. Vital Kamerhe a multiplié des échanges avec plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement et les mandataires publics. Voilà, Félix Salomon, c'était Vital Kamerhe. On a pris deux de ces éléments. Finalement, on sent qu'il y a une sorte d'accélération au sein de l'Assemblée nationale avec Vital Kamerhe. Comment vous avez perçu, accueilli cette très bonne nouvelle, c'est-à-dire l'élection de Vital Kamerhe au bureau définitif de l'Assemblée nationale? Vous êtes de votre parti politique, mais ne me faites pas rire. Très bonne nouvelle parce qu'il a été élu président de l'Assemblée nationale. Non, ce qu'il fait là, c'est du populisme. Il ne pense pas que ce qu'il est en train de faire là, ce qui va faire oublier le peuple congolais, les dossiers 100 jours. Ces dossiers, nous ne l'oublierons jamais. Les dossiers 100 jours. Quand il réunit les personnels de l'Assemblée nationale pour leur dire qu'il va construire un hôpital moderne, et quel est l'intérêt de la population dans tout ce qu'il est en train de faire là-bas? Ça, c'est l'administration de l'Assemblée. Effectivement, c'est l'administration. Moi, je pensais peut-être qu'il va aussi évoquer des questions du genre, parmi ses priorités, bien qu'il parle à l'administration, que nous avons beaucoup à faire, non seulement que nous allons faire ceci, mais nous avons aussi les questions de l'Est, ou la question de l'Est qui nous attend, et que nous devons commencer déjà à travailler là-dessus rapidement, parce que nous n'avons pas le temps à perdre. C'est du populisme, il ne fera rien. On le connaît très bien. Mais finalement, vous avez travaillé avec Vital Kamerhe quand vous avez fait front commun, c'est-à-dire vous, l'UNC, consorts, mais quelque part, on reconnaît quand même une certaine qualité des speakers. N'est-ce pas, la personne de Vital Kamerhe, il a tenu l'Assemblée, je veux dire, dans une législature passée, et aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'il revient. Est-ce que vous ne pensez pas déjà que Vital Kamerhe semble être l'homme de l'Assemblée nationale? Monsieur Sylvain, je vous rappelle que Vital Kamerhe est natif d'ici Kivu. Il faut le voir arriver au niveau de sa province natale, voir comment est-ce qu'on l'accueille là-bas. Il y a des cris qui sont on crie c'est lui voleur. Et déjà lorsqu'il est au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons rien à attendre de lui. Nous n'avons rien à attendre de lui comme résultat positif pour les peuples à qui le président de l'Assemblée nationale représente. Nous n'avons rien à entendre de lui de bon. Mais il était directeur du cabinet quand même du chef de l'État pendant que vous, c'est-à-dire quand je parle de vous, c'est-à-dire Jean-Marc Aboud était, je crois, vice-président à l'Assemblée nationale. Vous l'avez quand même ascensé à ces temps-là. Est-ce que vous n'aviez pas tenu non plus ces discours que vous tenez aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui vous motive pour un tel discours? N'oubliez pas qu'au niveau, lorsqu'il était directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, il y avait un accord. L'accord était que Félix Tshisekedi, président de la République, et lui, premier ministre. Suite à la coalition FCC-Cash, et lorsqu'on avait constaté que FCC-Cash n'avait pas la majorité parlementaire, c'est comme ça qu'il avait occupé le poste du directeur de cabinet. Vous savez qui a piloté les dossiers 100 jours. Vous savez les résultats, vous savez où est-ce qu'on était arrivé avec les dossiers 100 jours. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Les Congolais a une courte mémoire. Et moi, personnellement, la personne de Vital Kamerhe n'est pas la bienvenue au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Vous avez également été au perchoir, c'est les Jean-Marc Aboud. Vous n'avez pas non plus été apprécié, s'il faut le dire. Vous savez de quelle manière il a quitté ce bureau? Vous savez, messieurs les journalistes, que lorsque le président Jean-Marc Aboud était premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous savez ce qu'il a amené au niveau de l'Assemblée nationale. Il est le père de la réduction du train de vie des institutions. Ce qui n'est jamais arrivé, malheureusement. Ce n'était jamais arrivé parce qu'il n'avait jamais été soutenu dans ce sens. Tout le monde ne voyait que ses propres intérêts, alors que lui, déjà, voyait les intérêts de la population. C'est comme ça qu'il demandait, lorsque le premier ministre Sam avait déposé les budgets, il avait estimé qu'on devait réduire dans chaque compartiment quelque chose afin
et d'injecter ces pourcentages au niveau de l'éducation, au niveau de l'armée, pour que nous puissions peut-être avoir une bonne éducation de nos enfants, pour que l'armée puisse être un peu efficace et cela pouvait faire en sorte que les gains des institutions pouvaient être rabaissés. Je vois la présidence de l'Assemblée nationale, les Sénats et le gouvernement. Donc personne ne l'avait soutenu dans cette démarche et c'est comme ça que cette démarche n'avait jamais été aboutie. Après Jean-Marc Aboud, comment avez-vous jugé finalement le Parlement congolais? Le Parlement congolais, je dirais que ceux qui sont élus n'aident pas le peuple congolais parce que lorsqu'un député peut avoir un salaire au-delà de $20 000, c'est énorme. Alors, vous avez 33 000 finalement. Comment voulez-vous qu'une seule personne, je prends l'exemple des militaires, un capitaine qui touche 300 000 francs. 300 000 francs aujourd'hui représente $105. Et un député qui vous touche 33 000 $. Faites un peu le calcul, vous comprendrez que pour un capitaine de l'armée puisse atteindre les 33 000 $, ça va lui prendre au-delà de 10 ans. C'est vraiment de l'injustice et c'est ce que le président Jean-Marc Aboud ne voulait pas. Le président Jean-Marc Aboud ne voulait jamais de l'injustice sociale. Pour lui, autant qu'un député peut toucher par exemple les 15 000 $, autant qu'un militaire du grade au niveau du capitaine peut au moins toucher 800 000 $. Pour lui, ça lui va. Et lorsqu'il entamait des démarches dans ce sens de réduire le train de vie des institutions, il n'avait jamais été soutenu. C'est comme ça que cette histoire n'avait jamais abouti. Est-ce que vous soutenez finalement cette assemblée d'aujourd'hui? Personnellement, je ne la soutiens pas parce que déjà pour que nous arrivions à voir le président de l'Assemblée nationale, il y a eu des guerres internes au niveau de l'Union sacrée. Tout le monde voulait être au pêchoir et personne ne voulait laisser à personne la place pour occuper ces postes. Et déjà, lorsque les gens se battent pour des postes, vous comprendrez qu'ils se battent pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la population. Il y a eu des élections, vous n'avez pas pris part malheureusement à ces élections. Comment avez-vous jugé à l'époque finalement ces élections qui a donné lieu à cette Assemblée nationale d'aujourd'hui? Vous savez, vous et moi, comment ces élections se sont déroulées, M. Sylvain. D'abord, si vous avez les points de presse du président Jean-Marc Aboud au niveau de sa résidence avant son arrestation, vous comprendrez que tout ce qu'il avait prédit, c'est tout ce qui se passe. C'est comme s'il savait déjà qu'il y aura des partis mallettes qui seront créés, qui vont faire un fonds afin d'amener les présidents actuels au pouvoir avec une tricherie. Vous allez être d'accord avec moi que il y a eu les élections, c'est le 19 ou le 20 décembre, si je ne me trompe pas. C'est pour la première fois dans ce pays, nous avons connu des élections qui sont allées au-delà de 4 jours. Pendant que dans d'autres bureaux, dépouillés, dans d'autres bureaux, on commençait maintenant à voter. Donc c'était les pires des élections chaotiques que le pays n'a jamais connues. Bien, Félix Salomon, on continue finalement ce magazine. Là, on prend les réactions des politiques par rapport à la sortie du gouvernement. Image de commentaire. Il n'y a rien à penser de ce gouvernement et nous ne pensons pas qu'il apportera des solutions aux problèmes des Congolais. Nous avions eu un premier gouvernement les 5 années dernières, 2 gouvernements les 5 années dernières qui n'ont pas apporté des résultats probants. Et les choix portés sur certains animateurs nous posent énormément de problèmes au-delà de l'illégitimité. Et comme nous l'avons dit il y a 5 ans, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement parce que les Congolais s'en sortiront plus déçus que ce qui était hier. Nous disons, nous sommes allés au Conseil national, nous sommes sortis du Conseil national, nous disons qu'il faudrait d'abord que les Congolais se remettent ensemble, que les Congolais discutent les yeux dans les yeux pour trouver des solutions à nos problèmes et ainsi envisager l'avenir. Tant que nous ne le ferons pas, nous aurons des gouvernements qui se succéderont, mais les problèmes resteront les mêmes. Et je tiens d'abord à féliciter la sortie du gouvernement et tous ceux qui ont été promis. Nous croyons certainement qu'ils vont faire un grand travail. Comme on dit, on juge les maçons qu'au pied des murs. Mais ce qui est vrai que c'est un choix judicieux que le chef de l'État a fait. Et nous leur demandons de travailler. Ce n'est pas le moment de fêter ou soit de faire en sorte que leur famille puisse se retrouver, mais plutôt que les peuples congolais puissent se retrouver. Nous avons beaucoup d'urgences, surtout la question de l'insécurité à l'est du pays et aussi bien les routes et autres. Je pense que tous ces ministres-là, chacun dans son secteur, doit se mettre pour que nous puissions avoir des bons résultats. D'ici 3 mois ou 100 jours, nous allons évaluer bien entendu les 100 jours de chaque ministre dans son secteur et donc
nous croyons certainement qu'il y aura un ouf de soulagement. Bon, ceux qui ne vont pas travailler comme se doit, ils doivent être mis de côté parce qu'il y aura encore Toulou Cadet et nous voulons que chacun de nous puisse travailler pour la République parce que nous avons besoin que les peuples puissent se retrouver et que les peuples puissent vivre aisément. Et nous croyons certainement que le peuple a droit à bien vivre comme tel. Et la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Tshisekedi, qui prône le peuple d'abord. Voilà, Félix Salomon, nous avons un nouveau gouvernement, comme vous le savez, avec 54 membres. Les réactions fichent de partout quand même. Il y a de ceux qui sont pour, tout comme de ceux qui sont contre. Alors, je voudrais connaître la position de l'Alliance pour les changements. Êtes-vous d'accord avec la configuration gouvernementale actuelle? D'abord, pour nous, la sortie de ces gouvernements, c'est un non-événement. Un non-événement, pourquoi? Oui. Parce que vous sentez l'essence d'irresponsabilité de ces pouvoirs en place. Il va prendre près de 7 mois pour nous faire sortir un gouvernement si gigantesque comme ça. Donc pendant les 6 mois... 54 membres au gouvernement. Pendant les 6 mois, ils ont juste retiré 3 ministères. Parce qu'à l'époque, ils étaient au nombre de 56-57. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 54. Donc, tout ce temps, ils étudiaient comment enlever juste 3 personnes. Un gouvernement gigantesque. Et ça ne va même pas répondre aux attentes de la population. Et je ne pense pas que la sortie... Pourquoi ce scepticisme-là? Pourquoi êtes-vous sceptique par rapport à ce gouvernement tant attendu finalement, qui est finalement sorti? Qui a Bibouara, on ne se corrige jamais d'un défaut devenu une habitude. Lorsque vous savez déjà comment est-ce que cette histoire de l'union sacrée fonctionne, c'est quelque chose où chaque parti ou regroupement politique ne voit que ses intérêts. Il y a le tribalisme, le népotisme et consorts. Et qu'est-ce que nous allons entendre de ces gouvernements? D'abord, ils vont faire souffrir Madame Samina pour rien. La faire attendre pendant longtemps. Elle-même, s'il faut que j'aborde son sujet, il était ministre du plan. Les dossiers 145 territoires, qu'est-ce qu'elle en a fait? D'abord, son bilan au niveau du ministère du plan est largement négatif. Il y a une différence entre le ministre du plan et le Premier ministre. Il y a la différence. D'abord, pour que vous accédez à un poste supérieur à l'ancien, vous devez prouver de quoi vous avez été capable à l'ancien poste. Il y a juste des favoritismes qui font à ce que les gens occupent des postes qu'ils ne méritent pas. C'est quand même la première fois d'avoir une dame première ministre. Je crois que c'est quand même, il faut jeter de fleurs au chef de l'État. Tout le monde avait apprécié, mais il fallait chercher quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui a prouvé son incompétence au niveau du ministère du plan. Vous allez lui donner... la primature. Moi, j'ai peur à ce que cette dame puisse peut-être veiller bien avant suite aux charges qui lui sont confiées actuellement. Parce que si je regarde l'ancien Premier ministre Sama, son bilan, ce n'était que grossir. Il était mince lorsqu'il est devenu Premier ministre pendant sa période où il dirigeait le gouvernement. Il ne faisait que grossir. Et c'est son bilan qu'il pouvait présenter. Très bien. Alors finalement, il y a eu des ministres qui ont été reconduits, permutés également. Mais il y a eu également de nouvelles figures dans ce gouvernement. Il y a beaucoup de femmes quand même qui ont pu faire leur entrée dans ce gouvernement. Comment appréciez-vous la masculinité positive du chef de l'État? D'abord, lorsqu'il y a beaucoup de femmes au niveau du gouvernement, parce que la Constitution prône aussi la parité. Donc, le fait qu'il y ait des femmes dans le gouvernement, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut voir la qualité des gens qu'on nomme. On ne peut pas nommer n'importe qui. Lorsque je parle de tribalisme, vous remarquerez qu'il y a 54 ministres, mais 30 sont d'une même province. 30 ministres sont d'une même province. Les Balouba. C'est ce qu'on appelle le tribalisme. Et vous comprendrez que lorsque ces ministres vont occuper les postes, ils vont prendre rien que les membres de leur propre famille, du népotisme. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cela? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement lorsque vous savez déjà comment est-ce que ces gens fonctionnent? Déjà, ces gens de l'Union sacrée
ne veulent pas nous montrer qu'ils sont dans une crise terrible. Mais nous connaissons déjà parce que nous avons des informations, nous avons déjà à l'intérieur de l'Union sacrée qui nous livre toutes les informations possibles. Il y a quand même de grosses carrures, Jean-Pierre Bemba, Daniel Moukoko Samba, de gens quand même d'abord personnalité. D'abord, moi je n'aime pas citer les noms des gens, mais lorsque vous parlez du président du MLC, je vous dirais que beaucoup de ses membres sont en train de regretter de la défense nationale au ministère des Transports. Qu'est-ce que vous comprenez par ces changements? C'est vraiment triste. Un politicien doit avoir du charisme. Un politicien doit savoir dire non. Et à la limite, si par exemple on avait insisté à ce qu'il quitte la défense et qu'on lui donne le ministère du Transport, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans son parti politique pour occuper ce genre de postes? Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de l'affaiblir sans qu'il le sache? On entend Jean-Pierre Bemba. Un leader politique doit avoir du charisme. Un leader politique n'accepte pas dit n'importe quoi. Un leader politique doit rester ferme à ce qu'il pense, à ce qu'il voit, à ce qu'il estime bon pour lui ou pour le peuple ou encore pour son parti politique. Alors, bon, enfin, on fait de petits commentaires par rapport à la qualité de ministre. On a également nommé Constant Moutamba au ministère de la Justice. Ça fait quand même bouger, ça fait jaser. Comment appréciez-vous sa nomination? La nomination du Constant Moutamba comme ministre des Gardes des Sceaux, ministre de la Justice, c'est bien d'intégrer les jeunes pour la gestion de la chose publique, mais ces jeunes doivent aussi prouver de quoi ils sont capables. Celui-là, je ne peux pas émettre un commentaire, mais nous attendons quand est-ce qu'il va le voir à l'action et nous reviendrons pour peut-être émettre notre point de vue. Très bien. Alors, on prend notre réaction. Cette fois-là, ce sont toujours des politiques, mais en rapport avec la représentativité au sein de ce gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir un gouvernement sans la représentation nationale, la représentativité nationale. La province du Maniema est mise en écart. On ne sait pas si c'est pour quelle raison. Nous sommes dans un état de droit. On est en démocratie. Dans un état de droit, il faut respecter des normes constitutionnelles et des textes réglementaires de la République. Nous avons l'article 90 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui parle de la représentativité. Le Maniema a 11 élus nationaux puis 4 sénateurs. Ça fait 15 élus nationaux pour ne pas mettre les élus provinciaux. Vous comprenez au moins ça? Mais comment on peut composer le gouvernement? Nous sommes situés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on compose le gouvernement sans le Maniema. C'est quelle intention? C'est pour quelle raison? Ceux qui sont au gouvernement, ils sont plus spéciaux que nous, les enfants du Maniema. Nous n'accepterons pas ça. Nous appelons le président de la République de revenir à la raison, de poser des actes humanitaire en tant que les garants de bon fonctionnement des institutions. Il est le symbole de l'unité nationale, mais ce que nous voyons, c'est du tribalisme. On est mécontent. Moi qui suis devant vous, je me suis bâti pour la réélection du président de la République. On s'est bâti pour que le président Tshisekedi soit réélu à 74%. Et en 2018, et en 2023. Mais comment on peut composer les gouvernements sans les Maniema? On va développer comment? On va décoller comment? On est mécontent. On n'acceptera jamais ça. Je demanderai aux députés nationaux de ne pas prendre ce gouvernement en compte parce que c'est un gouvernement qui vient de violer la constitution de la République démocratique du Congo. Tandis que les députés, ce sont des représentants légitimes de la population congolaise. En tant que représentants, ils sont législateurs. On ne peut pas bafouer la constitution qui est la loi mère de la République. Voilà, avant de faire le commentaire, on va prendre notre élément, toujours un peu avec la sortie du gouvernement. Cette fois, ce sont des personnes vivant avec handicap qui récusent également la reconduction de Madame la ministre Irène Sambou. Image au commentaire. Plus d'une centaine de personnes vivant avec handicap sont descendues aujourd'hui le samedi 1er juin 2024 à travers une manifestation pour contester la reconduction de leur ministre Irène Sambou au gouvernement Toulouka avec des sifflets, des calicots, des chants. Pendant plusieurs heures, ces personnes ont bloqué la circulation sur le boulevard Lumumba. Suivez les explications. Ils ont pensé que dis-moi, au délai qu'il y a un ministère de
pour construire un centre handicapé, pour réflexionner un centre handicapé, pour handicapé vivre à l'amour. S'il vous plaît. En 2019, Covid-19 est bandaki, en 2019, sur la course de en 2019, Covid-19 est bandaki. Ministre Irène n'a jamais même pas passé dans son développement. Alors, on a fait le moment de la paix Sabamota, ça qui est Semoul, à Kano Kwaboy, à Sona Yamote. 2019, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2021, au moment où nous pouvons dégager pour faire la revendication de Madame Michel habité et tandis que ma société est où il a l'État et puis ça va plus chaque année par exemple les sociétés et puis ça va plus. Voilà, excusez-nous pour la qualité de cette élément. Finalement, Félix semble avoir un gouvernement qui est en ballottage, récusé par une bonne frange de la population, mais y compris les députés, parce qu'il y a une fronde maintenant au sein de l'Union sacrée, des gens qui ne veulent pas l'investiture de ce gouvernement. Comment comprenez-vous finalement l'accueil de ce gouvernement? Comment? Est-ce qu'il a des chances d'être investi? Tantôt, je viens de dire que la sortie de ce gouvernement, c'est un non-événement. Pourquoi? Ils ont attendu 6 mois pour violer la constitution de nouveau, écarter d'autres provinces pour leur donner 1 ou 2 ministères par exemple. Donc, c'est l'IDPS qui s'est fait la part des lions en ayant plus de 10 ministres. On ne sent pas la participation de Mme Toulouka, c'est-à-dire la vie de Mme Toulouka. On sent Augustin Kabouya. Madame Toulouka, c'est juste une étiquette. Elle est juste là pour exécuter ce qu'on lui dit de faire. Je vous ai dit tantôt qu'il a piloté le programme 145 territoires. Qu'est-ce que nous en avons de ces programmes? Qu'est-ce que nous avons comme résultat au niveau de ces programmes? Rien du tout. Déjà, la province d'Imaniema, je vous informe, qui est aussi ma province, n'est pas représentée dans ce gouvernement. Ouais. J'ai vu dans une interview quelque part qu'il y a une ministre des Affaires sociales qui est originaire d'Imaniema, mais qui ne vit pas au Maniema. Elle a quitté le Maniema dès le bas âge et a fait toute sa vie. Il y a quand même un ministre dans ce gouvernement venant de Maniema. Il n'y en a pas. Vous pouvez me les citer? Non, parce que vous avez dit qu'il y a quelqu'un du Maniema. Le Maniema a été écarté. C'est comme ça que vous avez vu les élites du Maniema se réunir et faire une déclaration. Est-ce que tout le monde doit se retrouver dans ce gouvernement? Mais c'est ce que dit la loi. La loi dit qu'il doit y avoir la représentativité. Donc, toutes les provinces doivent être représentées. Mais lorsqu'une province n'est pas représentée, c'est une violation des... On retrouve les tactes de l'UDPS. Votre chef du parti vient de l'UDPS. Lui également, à son époque, on a compris qu'il y avait toujours une sorte de népotisme quand même, je veux dire. Apparemment, c'est votre façon de faire. Ce que vous devez comprendre, notre chef vient de l'école d'Étienne Tshisekedi et qui est son fils idéologique. Et l'actuel président est le fils biologique. Donc c'est comme ça que ces deux personnalités voient les choses différemment. Notre chef est beaucoup plus dans le social. Et c'est comme ça qu'il avait, il avait fait à ce qu'il y ait rupture avec l'IDPS parce que toute la lutte qu'ils ont menée pendant les 37 ans, la population ne se retrouvait pas. Lui est beaucoup plus dans les sociales. Et lorsque le président actuel n'est pas dans les sociales, vous comprendrez que lui ne pouvait que s'écarter. Finalement, qui s'impose dans l'Union sacrée? Parce qu'on a comme l'impression que même le chef de l'État est emballé dans cette affaire. Lui qui prône finalement l'égalité de province, et je vois qu'est-ce qu'on me dit toujours. Mais surtout avec 30 ministres, 34 ministres qui sont originaires de sa province. Est-ce que le chef de l'État a un œil regardant par rapport à cela? On lui impose, on a comme l'impression, on lui impose des choses. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Lorsque le chef ne veille pas à la bonne marche, il est d'abord le garant de la Constitution, il doit respecter la Constitution. Lorsqu'il constate qu'il y a peut-être des dérapages, il ne peut que prendre des décisions étant que garant de la nation. Lorsqu'il n'arrive pas à prendre ce genre de décisions, qu'est-ce que nous allons conclure? Il est pris en otage. Il n'est pas un enfant pour être pris en otage, surtout qu'il est le garant de la nation. C'est vraiment triste, monsieur Sylvain, de voir que le pays ne marche pas
tout va mal dans les pays. Et lorsque tout va mal, même dans une famille, on voit directement les pères de la famille, les chefs de la famille. Donc, les problèmes de ces pays, c'est les chefs de l'État. Parce qu'il ne sait pas s'imposer et faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant et que la population puisse trouver son compte dans ce qu'il fait. Très bien, Félix Salomon. Je rappelle que vous êtes communicateur du parti Alliance pour les changements. On reste dans les élections, cette fois sur le Congo central, où Grace Bilolo est confirmé gouverneur de province. Image de commentaire. La Cour constitutionnelle a annulé l'arrêt du Conseil d'État qui avait annulé l'élection de Grace Bilolo, candidat gouverneur de l'AVC au Congo central. Pour la Haute Cour, aucun élément approbatif n'est prouvé que les 5 députés mis en cause ont voté pour Grace Bilolo. L'arrêt du Conseil d'État a violé l'article 12 de la Cour constitutionnelle, estime le juge de la Cour constitutionnelle qui ont ordonné à la Cour d'appel de Matadi de confirmer définitivement Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central. Il faut dire que c'est un grand jour pour le Congo central. La Cour constitutionnelle vient de rétablir le gouverneur Grace Bilolo dans ses fonctions de gouverneur. La Cour constitutionnelle vient de déclarer nul et sans effet l'arrêt du Conseil d'État qui a annulé les élections au Congo central. Donc, l'arrêt du Conseil d'État a été considéré comme étant anticonstitutionnel parce que cet arrêt a violé les droits fondamentaux reconnus au gouverneur Grace Bilolo. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de dire les vrais droits en rétablissant, en reconnaissant comme tel valable l'arrêt de la Cour d'appel du Congo central et par conséquent confirmant l'élection du gouverneur Grace comme étant le seul et l'unique gouverneur du Congo central. Donc on doit lever l'équivoque de façon à ce qu'il n'y ait plus de confusion. Aujourd'hui, à partir de cet instant, seul le gouverneur Grace Bilolo est le gouverneur du Congo central. Il n'attendra, ce n'est que l'ordonnance d'investiture du président de la République pour entrer en fonction et exercer... Voilà, c'était donc là au Congo central. Finalement, on prend un autre chapitre, on parle de la formation sur la relève des FARDC après le retrait de la MONUSCO. Image de commentaire. Get ready! The training we have been inculcating in them. Formation oyo tozwi ezali ndenge nini bango bakengelaki population na kati ya Kavumu, ndenge bakengelaki aéroport tant que ennemi akoki kobima na butu bien na moi mouvement nyonso bango babandaki kosala nde bapesi biso biso peto banda kosala yango ndenge bango basalaki. The collaboration between FRDC and RDB8, and we have collaborated with them on a lot of issues concerning protection of civilians and law and order situation in general. MONUSCO azokende atikeli biso responsabilité oyo ya azalaki nango. Voilà, on prend le projet de construction d'un complexe militaro-industriel à Likasi. La séance a été programmée par Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a, au nom du président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, procédé ce lundi 27 mai 2024 à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction à Likasi d'un complexe industriel de défense d'Afridex, l'Africaine Explosif, œuvrant sous la tutelle du ministère de la Défense. Cette usine de production d'explosifs et autres engins militaires est basée à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. L'exécution de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat stratégique signés dernièrement à Pékin entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue chinois Xi Jinping. Ceci dans le cadre du transfert de technologies et de compétences.
La construction de cette industrie de défense permettra d'abriter les différentes unités de production de divers équipements et matériels militaires à partir du sol congolais. Les travaux seront exécutés en collaboration avec des sociétés turques et chinoises Noriko. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités civiles et militaires, notamment du gouverneur de cette province, du chef d'état-major général des FARDC, du commandant de la 22e région militaire et du directeur général d'Afridex. Voilà Félix Salomon, nous sommes presque à la fin de ce magazine. Alors, on doit aborder un peu important rapport avec la sécurité, parce que bon, nous vivons dans un pays qui est agressé par le M23, sous-traitance du Rwanda, comme on l'a toujours présenté. Mais on voit aujourd'hui la MONUSCO finalement se retirer et donner place au FARDC. Est-ce que vous pensez que ça inspire confiance? Monsieur Sylvain, je vous dirais que ça c'est du théâtre. C'est du théâtre parce que en regardant ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment compliqué. Je vais commencer d'abord par parler des territoires sous contrôle du M23. 2 ans et demi aujourd'hui que Bunagana est sous contrôle du M23. Il y a le territoire de Nyiragongo sous contrôle du M23 à 15 km, je précise, de la ville de Goma. Il y a le territoire de Rutshuru qui est occupé par le M23 à 100%. Il y a le territoire de Massissi qui est occupé à 70% et d'autres villages. Vous comprenez que lorsqu'on n'a pas une armée forte, rien ne va marcher sur les fronts. Ou soit, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux commandes, sont en complicité avec ce qui se passe de l'autre côté. Et pour que nous puissions avoir une armée forte, et cette armée doit être bien payée, bien équipée. Comment voulez-vous qu'un militaire qui va au front et qui touche 300 000 francs, qu'est-ce qu'il va laisser à sa famille? À ma place, si je suis peut-être militaire, on dit va au front et voici ton paquet pour défendre ta patrie. Je sais que même si je mourrais au front, au moins je vais laisser ma famille avec une importante le solde des militaires a toujours été malheureusement minime, il faut quand même le dire. Les journalistes, il ne faut pas encourager ça. Ouais. Ce sont des gens qui doivent être mieux payés parce que ce sont eux qui défendent l'intégrité territoriale. Lorsqu'ils ne sont pas mieux payés, ne sont pas bien payés, et qui peut accepter d'aller mourir au fond alors qu'il n'a pas quelque chose à laisser? Il y a eu quand même une loi de programmation militaire où on a, je veux dire, réévalué le paquet, je veux dire, budget de FARDC. Enfin, on se pose des questions. C'est vous qui êtes de Maniema. Comment appréhendez-vous l'action de l'armée dans ces secteurs-là? Est-ce qu'il y a trahison? Est-ce qu'il y a relâchement? Est-ce que c'est manque d'opportunités ou manque de matériel de guerre? Les militaires qui sont en front ne sont pas motivés. Ne sont pas motivés parce qu'ils ne sont pas payés. Ils peuvent dire qu'ils payent les militaires au front, mais lorsqu'on paye, on donne à quelqu'un, même si on lui donnait 500 000 francs, 500 000 francs représente quoi? Ce n'est même pas $180 pour un militaire qui va défendre son pays. Je suis originaire de l'Est, je connais toutes les réalités de l'autre côté. Tant que les militaires ne seront pas pris en considération dans ce pays et qu'ils soient mieux payés, et ces gens de M23 risqueront d'arriver même à Kinshasa. Qui est le traître finalement de cette infamie? Les traîtres n'est même pas du côté de Rwanda comme on le prétend dire. Les traîtres est ici. Les traîtres est en train de circuler parmi nous. Parce que tantôt je vous ai dit que pendant que mon président Jean-Marc Abound était aux affaires, il nécessitait de parler des réductions des trains, des vies des institutions. Tout ça, c'était pour ajouter quelque chose au niveau de la défense, afin que nos militaires soient payés. Et lorsque quelqu'un est payé, nous pouvons même prendre l'exemple des équipes. Je prends l'exemple des équipes congolaises. Je prends Mazembe par exemple. C'est l'équipe qui représente mieux notre pays parce que ils ont des dirigeants qui mettent du paquet afin que les athlètes se donnent sur le terrain. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Sans argent, rien ne peut marcher. Comment voulez-vous qu'un militaire de M23, un caporal qui vous touche $500, mais un capitaine de FARDC vous touche $105?
Allez-y comprendre. Mais il y a eu des avancées. C'est lui est motivé, plus que c'est lui qui reçoit presque rien. Il n'y a pas des avancées. S'il y avait des avancées, certains territoires. Tous ces territoires qui sont entre les mains des M23 seraient déjà repris par nos forces armées. Combien de temps nous allons attendre pour que Bunagana nous revienne? Combien de temps? Bref, l'insécurité semble s'étendre partout en RDC, parce que même à Kinshasa, hormis le Koulouna qui sème la terreur, tout dernièrement, il y a eu un scénario important quand même. Il y a eu des forces venant de l'extérieur qui ont attaqué le palais de la nation. Et bon, il y a eu mort d'hommes et consorts. Comment avez-vous perçu cette activité? Tout ça, c'est du théâtre. Est-ce que vous avez déjà vu un coup d'État pareil? C'est du théâtre. Et je me réserve d'émettre des commentaires là-dessus parce que ça ne s'explique pas. Pour les personnes intelligentes comprennent déjà ce qui voulait se passer lorsqu'on avait parlé d'un prétendu coup d'État ou d'une attaque des palais de la nation. Très bien, puisqu'on parle d'appel de la nation, c'est le chef de l'État. Il a l'intention finalement de réviser la Constitution. Quel est votre point de vue par rapport à cela? C'est là que tout va capoter. Ah bon, et pourquoi? C'est là que tout va capoter parce qu'il y a les articles qui sont déjà verrouillés et qu'on ne peut pas les déverrouiller. Et je pense peut-être que le président ne lit pas la Constitution, ou peut-être il fait des choses lorsqu'il se réveille, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne se passe pas dans un pays démocratique où la Constitution est au-dessus même de lui qui est le commandant suprême ou le garant de la nation. Nous avons l'article 219 219 qui nous dit qu'aucune révision de la Constitution ne peut intervenir lorsque le pays est en état de guerre. Nous sommes en état de guerre, vrai ou faux? Vrai. Aucune révision de la Constitution ne peut intervenir lorsque nous sommes dans un état de siège. Nous sommes dans un état de siège, vrai ou faux? Vrai. Alors, il y a l'article 148, il y a l'article 70, il y a alors beaucoup d'articles. S'il faut que je les décortique, nous allons prendre un peu beaucoup de temps. Si, avec votre autorisation, vous acceptiez, mais que je revienne, on pourra avoir le temps de décortiquer tous ces articles de la Constitution qui font à ce que la Constitution ne peut pas être révisée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter quand même la Constitution par rapport aux réalités actuelles de la RDC? D'abord, on va adapter la Constitution par rapport à la réalité. D'abord, si on parle de la réalité, on va se référer à la population. Qu'est-ce que ça va apporter comme changement au niveau social de la population, cette révision? Ça dépend de l'article. C'est parce que c'est vous qui êtes les mieux placés pour me poser des questions. Moi, je n'ai pas le droit de vous les poser. Mais qu'est-ce que cette révision va apporter comme changement au niveau du social de la population? Qu'on arrête de distraire les peuples, et cette révision de la Constitution ne passera pas. Parce que toutes les batailles sont déjà mises en marche pour que cette histoire soit barrée et que rien ne va passer. Vous allez faire quoi, par exemple? Vous avez des activités en vue? Vous allez barrer la route, nous sommes un parti démocratique et nous, tout ce que nous allons amener comme action, ça serait juste les actions démocratiques afin de barrer la route. Voilà, vous avez peut-être un dernier mot, Félix Salomon. Les derniers mots de clôture. Les mots que je peux lancer à la population congolaise, c'est d'être patiente. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Et que cette population croit toujours à la vision du président Jean-Marc Kabunda, qui est un socialiste. Et dès lors qu'il sera aux affaires, tout va marcher mieux pour cette population. Donc cette population n'a qu'une courte durée de souffrance. Leur souffrance prendra fin d'un moment à l'autre. Ça va prendre 5 ans encore. Le président de la République sera aux affaires et nous estimons qu'il le sera parce que nous sommes en train de travailler dur. L'Alliance pour le changement, c'est les partis les mieux implantés dans la République démocratique du Congo. Nous avons 52 fédérations au niveau du pays. Les partis qui ont été créés il y a de cela 2 ans, mais nous sommes mieux organisés pour plus que les partis qui ont plus de 20 ans dans ce pays. Et nous osons croire que tout marchera bien avec l'Alliance pour le changement, parce que c'est le seul parti crédible qui peut donner à la population les sourires ou
l'espoir de vivre dans ce beau pays. Merci Félix Salomon. Je rappelle que vous êtes président du groupe technique ECOFIN au sein de l'Alliance pour le changement, parti cher. Jean-Marc Kaboun, vous êtes également communicateur de ce parti. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci également à vous tous qui nous avez suivis partout. Merci à Serge Makosso, Freddy Soumaïli, mais également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la matérialisation de ce programme. On se retrouve le dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. La rediff, c'est demain à 7h du matin. Bonsoir chez vous. Bonsoir.